7h20, le 6 juin 1944. La rampe de la péniche s'abat sur le sable de Colville, secteur Sordes. Devant, une centaine de mètres de plage battue par les mitrailleuses allemandes. Les premiers hommes sautent dans l'eau grise jusqu'à la poitrine, l'arme levée. Sur leurs manches, un écusson tricolore. Ce sont des Français et ils débarquent sur une plage de leur propre pays. Ils sont 177, un seul bataillon, noyé dans une marée de 150 000 soldats alliés qui touchent la Normandie ce matin-là. Autour d'eux, des Britanniques, des Canadiens, des Américains plus à l'ouest. Sur les 5 plages du débarquement, sur les vagues d'assaut qui frappent le sable au premier jour, ces 177 hommes sont les seuls Français. Le feu part des dunes et des maisons du front de mer. Un obus ouvre un trou dans la file. Un homme tombe dans le ressac et ne se relève pas. Les autres avancent, courbés, vers la digue. Ils ont franchi la Manche pour cette bande de sable. Beaucoup l'ont quitté 4 ans plus tôt par un autre bateau dans l'autre sens quand la France s'effondrait. Leur objectif est droit devant, à l'est, à l'embouchure de l'Orne. La ville d'Ouistreham, son centrale téléphonique et son ancien casino, que les Allemands ont transformé en point d'appui bétonné. Bunkers, tranchées, canons en casemate. C'est ce qu'un bataillon léger, débarqué avec ce qu'il peut porter, doit prendre d'assaut. Puis, filer vers l'intérieur, rejoindre les parachutistes lâchés dans la nuit sur les ponts de l'Orne. Le commandant qui les mène sur cette plage a 50 ans. Il n'était pas soldat de métier. En 40, il a tout quitté pour continuer la guerre. Ce matin, il ramène ses hommes sur le sable français, les premiers, et devant eux il y a encore le casino. Abonnez-vous. Ce que ces 177 hommes ont fait ce jour-là, on l'apprend rarement à l'école. Il faut revenir en arrière. Ces commandos n'existent pas au début de la guerre. En juin 40, quand la France demande l'armistice, une poignée de marins et de civils refusent. Ils passent en Angleterre. Parmi eux, Philippe Kiefer, un homme d'une 50aine d'années, d'une famille alsacienne. Il aurait pu rester à l'arrière. Il demande à se battre. Kiefer n'a rien du jeune officier de carrière. Né loin de la métropole, aux Antilles, il a fait sa vie dans la banque avant la guerre. Mobilisé comme officier de réserve de la marine en 40, il refuse la défaite et rejoint les Français libres à Londres. À plus de 40 ans, il repart de zéro, non pour tenir un bureau, mais pour créer et conduire au feu une troupe qui n'existe pas encore. Kiefer a une idée fixe. Il veut une unité française taillée pour le commando, sur le modèle des unités que les Britanniques sont en train d'inventer. Petit groupe, entraînement extrême, coup de main sur les côtes occupées. Il recrute là où il peut, dans les rangs des Français libres, des marins bretons, des pêcheurs, des évadés de France, des étrangers qui ont choisi ce drapeau. Peu nombreux, triés durement. L'entraînement se fait en Écosse, à Achnacarry, le centre commando le plus dur de l'armée britannique. Marche de nuit sous la pluie glacée, franchissement à la corde, tir à balles réelles au-dessus de la tête, montagne, eau froide, privation de sommeil. Le centre a la réputation de casser les hommes. Les Français y passent comme les autres et en ressortent avec le béret vert, celui des commandos britanniques. Parmi ces volontaires, un garçon d'une 20aine d'années arrivé en 43, Léon Gauthier. Comme les autres, il a passé la mer, choisi la France libre, subi Achnacarry. Il ne sait pas encore qu'il reviendra un jour sur une plage française, ni qu'il sera, très longtemps après, le dernier vivant de tous. Ce ne sont pas des soldats de métier. Ce sont des marins, des employés, des évadés que l'entraînement britannique a changé en fantassins d'assaut. Ils s'organisent en 2 troupes de commandos, plus une section d'armes lourdes, et sont rattachés au numéro 4 commando. Certains ont déjà servi lors de raids sur la côte occupée, aux côtés des Britanniques. Ils connaissent le débarquement de nuit, l'approche silencieuse, le repli sous le feu. Le 6 juin ne sera pas leur première fois sous les balles, mais ce sera la première fois qu'ils remettront le pied en armes sur le sol de France, 4 ans après l'avoir quitté. Le béret vert qu'ils portent n'est pas un ornement, c'est la marque du commando, gagnée à Achnacarry à égalité avec les Britanniques. Sur le terrain, ils obéissent à la chaîne de commandement alliée, mais ils gardent leur langue et leur écusson. Des Français encadrés par des Britanniques qui vont se battre en français sur une plage de France. Sur le papier, ils ne forment pas une armée française autonome. Ils sont intégrés au numéro 4 commando britannique,
sous le commandement du brigadier Lord Lovat. C'est la vérité du débarquement. Les 177 combattent à l'intérieur d'un dispositif allié, encadré par les Britanniques, appuyé par des chars et des canons britanniques. Le drapeau qu'ils portent est le leur. Le plan qui les mène à terre ne l'est pas. Ce que Kiefer obtient, et qui compte pour lui plus que tout, c'est la place. Il demande que ces hommes soient dans la première vague, que des Français mettent le pied sur le sable français dès les premières minutes, et pas après. Le commandement accepte. Les commandos de Kiefer débarqueront avec le numéro 4 commando, en tête à Colville. Cette place a un poids qui dépasse la tactique. La France libre veut être présente au jour du retour, sur les plages mêmes, et pas seulement dans les communiqués. 177 hommes, c'est peu au regard des centaines de milliers d'alliés engagés ce jour-là. Mais ce sont des Français sur une plage française à l'heure de l'assaut. Pour ceux qui les envoient, comme pour ceux qui débarquent, cela change le sens de la journée. Le reste des forces françaises se bat ailleurs, ou n'est pas encore prêt. La division blindée du général Leclerc ne débarquera en Normandie qu'à la fin de l'été, pour la marche sur Paris. Les autres grandes unités françaises se reconstituent en Afrique du Nord et remontent l'Italie. Le 6 juin, sur le sable, la France se résume à ses 177 bérets verts. C'est à eux, et à eux seuls, qu'il revient d'être là au premier jour. Dans la nuit du 5 au 6 juin, ils embarquent. La mer est mauvaise. Beaucoup sont malades dans les péniches qui roulent. À l'aube, la côte normande sort de la brume, hérissée d'obstacles et de fumée. Devant eux, la plage qu'ils n'ont vue jusque-là que sur des photos aériennes et des maquettes de sable. Chaque homme a appris ses objectifs par cœur, le central, le casino, les rues d'Ouistreham, la route des ponts. Les visages sont fermés. Certains pensent à la côte qu'ils ont quittée en 40 aux familles restées de l'autre côté, sous l'occupation, à quelques dizaines de kilomètres de l'endroit où ils vont poser le pied. La péniche roule, l'eau entre par-dessus le bord, la côte grandit. Puis, le bruit de la bataille couvre tout. 7h20. Les rampes tombent. On revient à la plage. Les commandos sortent des péniches sous le feu. La plage de Colville, secteur Queen Red, est prise en enfilade par les armes automatiques allemandes et par les tirs venus du point d'appui d'Ouistreham. Les premières pertes tombent dans l'eau et sur le sable découvert. Un officier français est touché dès la sortie. Les autres passent, tête baissée, jusqu'à la digue où l'on peut enfin se plaquer. Autour d'eux, la plage n'est pas silencieuse une seconde. Les chars amphibies débarqués avant l'aube tirent sur les casemates. Les fusiliers britanniques du numéro 4 commando avancent en même temps qu'eux, sur le même sable, vers le même front de mer. Les balles allemandes claquent sur les obstacles de plage, les mortiers ouvrent des trous dans le sable mouillé. Chaque groupe qui atteint la digue laisse 1 ou 2 hommes derrière lui. Les Français franchissent cette centaine de mètres comme tout le monde ce matin-là, vite, bas, en perdant des camarades. À la digue, les sacs trop lourds sont largués. Kiefer regroupe ses 2 troupes, compte ses pertes et lance le mouvement prévu. Pendant que le gros du numéro 4 commando part vers l'intérieur, ces Français bifurquent vers l'est, vers Ouistreham, vers le central et le casino. Ils quittent la plage par les rues et les jardins de la station balnéaire à couvert des murs, pour tomber sur leurs objectifs de flanc et non de front. Le plan est clair et il ne laisse pas de place au répit. Le numéro 4 commando, français compris, ne doit pas s'attarder sur la plage. Il doit la traverser, contourner par l'ouest et se jeter sur Ouistreham pendant que le reste de la brigade fonce vers l'intérieur. Les commandos de Kiefer se détachent du gros de la troupe et prennent la direction du casino, leur objectif à eux. Le casino de Rivabella n'existe plus comme bâtiment. Les Allemands l'ont rasé et ont coulé à la place un point d'appui. Blockhaus, position de tir bétonné, tranchée, barbelée, un canon qui bat la plage et les abords. Pour une troupe légère sans artillerie propre, c'est une position dure. Kiefer envoie ses sections par les rues et les jardins, à couvert, pour l'aborder de flanc plutôt que de front. Le combat s'installe maison par maison. Les commandos progressent à la grenade et à l'arme légère, sous le feu des positions bétonnées qu'aucune balle ne perce. Un mortier français est mis en batterie. Kiefer, blessé une première fois, refuse d'être évacué et continue de commander. La position tient et sans appui lourd, l'assaut piétine devant le béton.
Les minutes s'étirent. Les commandos sont au contact, à quelques mètres des casemates, sans pouvoir les entamer avec ce qu'ils portent sur le dos. Les blessés s'alignent le long des murs, à l'abri des maisons. Un point d'appui de ce genre n'a pas été conçu pour tomber sous des hommes à pied armés de grenades. Il faut autre chose, et il faut aller le chercher sous le feu. Abonnez-vous à la chaîne. Ce qui débloque la situation, ce n'est pas un exploit solitaire, c'est un char au bon endroit. Kiefer redescend lui-même sous le feu jusqu'à la plage pour y chercher de l'appui. Il ramène un char, un de ces blindés amphibies débarqués avec la première vague. Le char place ses obus sur les casemates du casino, à bout portant, pendant que les commandos travaillent au ras du sol. Le point d'appui cède. Les positions de Rivabella tombent aux mains des Français. La plage derrière eux est nettoyée de ce qui la battait de flanc. En même temps, l'autre objectif est traité. Une partie du bataillon s'empare du central téléphonique d'Ouistreham, ce nœud que les Allemands utilisent pour coordonner leur défense sur ce secteur du front de mer. Le prendre, c'est couper une part des liaisons ennemies au moment le plus critique de la journée. La ville, rue après rue, passe sous contrôle allié. Tout cela se paie. Sur le sable dans les rues, contre le béton du casino, les commandos de Kiefer laissent des morts et des blessés. Parmi ceux qui se battent ce matin-là, Léon Gauthier, 24 ans, l'un des 177. Il ignore encore qu'il fera les 78 jours de la bataille de Normandie et qu'il sera un jour le dernier d'entre eux à pouvoir raconter cette plage. Le casino pris, il n'y a pas de pause. Le vrai objectif de la journée est plus loin, à l'intérieur des terres. Dans la nuit, la 6e division aéroportée britannique a sauté pour s'emparer des ponts sur l'Orne et le canal de Caen, à Bénouville. Ces ponts tiennent depuis l'aube sous les contre-attaques allemandes. Les commandos venus de la mer doivent monter les rejoindre et sceller la liaison entre la plage et les parachutistes. Les hommes de Kiefer, qui se battent depuis le lever du jour, reforment leur section et prennent la route vers l'intérieur. Ils marchent au son du canon, croisent les premiers blessés, traversent un pays encore tenu par endroits. Devant, la colonne de Lord Lovat avance vers les ponts, précédée, dit-on, du son des cornemuses que le brigadier a fait jouer sur la route. En début d'après-midi, la jonction se fait à Bénouville. Les commandos débarqués sur Sordes serrent la main des parachutistes qui tiennent les ponts depuis la nuit. La liaison est établie entre la tête de pont de la mer et la tête de pont de l'air. Parmi les hommes qui arrivent par la route, du sable de la plage encore sur eux, il y a les Français de Kiefer. Le pont franchi, il n'est pas question de souffler. Au-delà de l'Orne, sur la rive est, s'étend un terrain que les Allemands vont chercher à reprendre pendant des semaines pour rejeter les Alliés à la mer. Les commandos passent sur cette rive et montent tenir les villages du plateau, au-dessus de la tête de pont. C'est là, dans le bocage, sous les contre-attaques et les bombardements, que le bataillon va vivre la suite de sa guerre. La plage n'aura été que le premier jour. Les Français de Kiefer tiennent ce flanc, avec les autres commandos. Ils creusent, ils patrouillent, ils encaissent l'artillerie. Le bataillon, déjà entamé le 6 juin, s'use jour après jour. Sur les 177 parties de la plage, la liste des tués et des blessés s'allonge de semaine en semaine, tout au long des 78 jours que dure la bataille de Normandie. Ils ne quittent la ligne que lorsque la bataille est gagnée. Certains tombent sur ce flanc, loin de la plage qui a fait leur nom. D'autres repartiront ensuite se battre plus au nord, sur d'autres estuaires, sous le même béret vert. Le bataillon aura tenu du premier jour jusqu'au bout et payé à la mesure de ce qu'il était. Petit, exposé, toujours placé en tête. Le prix de la journée pour 177 hommes est lourd. Une dizaine sont tombés le 6 juin. Une trentaine ont été évacués blessés vers l'Angleterre. Pour une unité de cette taille, un homme sur 4 est hors de combat au soir du premier jour. Et la Normandie ne fait que commencer. Dans les semaines qui suivent, sur l'Orne et dans le bocage, le bataillon fondra encore. Kiefer, blessé le matin, restera à la tête de ses hommes. L'homme de 50 ans qui avait tout quitté en 40 a ramené des Français sur une plage de France, en tête de la première vague, et il est allé jusqu'au pont. C'est ce qu'il avait demandé, et rien de moins. Abonnez-vous pour les autres opérations qui ont fait l'histoire des forces françaises. On retient du 6 juin les grandes plages américaines et britanniques, les images d'archives, les chiffres énormes. On oublie souvent qu'au milieu de cette machine alliée, sur le sable normand, il y avait un bataillon français, pas une armée.
177 hommes encadrés par les Britanniques, portant le béret vert et l'écusson tricolore, qui ont voulu être là au premier jour pour une seule raison, que des Français soient parmi les premiers à remettre le pied chez eux. Le casino de Rivabella est aujourd'hui un carrefour et une stèle. Les ponts de Bénouville portent un nom, Pegasus. Sur le front de mer d'Ouistreham, une flamme et quelques plaques rappellent le numéro et le nom d'un bataillon. 177 parties de la plage. La liste de ceux qui n'ont pas fini la campagne est plus longue que celle des autres. Le dernier d'entre eux s'appelait Léon Gauthier. Après la guerre, il a épousé une Anglaise rencontrée à son arrivée en Angleterre, puis il est revenu vivre à Ouistreham, à quelques rues du casino qu'il avait aidé à prendre. Pendant des décennies, il a tenu le musée du bataillon et raconté cette plage à ceux qui venaient l'écouter. Il est mort le 3 juillet 2023 à 100 ans. Avec lui s'est éteint le dernier des 177 Français qui avaient débarqué chez eux au premier jour en tête de la première vague.